Je déteste les animaux préhistoriques par tous ordres de droite, bordel. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui, retour à l'actu dans le feuilleton, la guerre de Disney. Donc vous savez, cette fameuse guerre qui oppose la direction et le conseil d'administration actuel à des investisseurs activistes qui veulent mettre effectivement un grand coup de bâton dans la fourmilière, à commencer par Nelson Peltz, qui ne cesse de faire trembler Mickey tant il gagne du terrain. Et là, bon, comme j'avais pas eu l'occasion de le traiter la semaine dernière, vu que j'étais absent, on va voir ce qui s'est passé dernièrement, puisque on est quand même à 2 semaines du vote des actionnaires, vu que c'est le 3 avril, et comme Nelson Peltz semble en bonne position pour avoir motivé comme il faut les actionnaires à choisir son propre camp, pour lui ouvrir justement les portes du conseil d'administration de Disney, la maison aux grandes oreilles essaye tant bien que mal de fédérer des voix fortes à sa cause. Donc on l'avait vu dans l'épisode précédent avec les lettres ouvertes des héritiers Disney, qui tournaient presque en ridicule, tant ils vantaient véritablement la direction actuelle à base de qualificatifs et de formules de tradition qui ne sont clairement plus aux ordres du jour depuis longtemps chez Mickey. Alors il faut savoir dans un premier temps que nombreux acteurs de grande envergure ont commencé à sortir de l'ombre pour finalement soutenir Bob Iger, donc le PDG actuel de Disney, donc grandement menacé, et le conseil d'administration, donc à commencer par le fonds spéculatif ValueAct, qui a donc souhaité réitérer son soutien en estimant qu'à l'heure où les technologies traditionnelles passent aux plateformes numériques, nous pensons que Disney peut mener l'industrie des médias vers l'avenir. Sauf qu'ils sont bien gentils, mais à aucun moment c'est un soutien, ça. Faut dire ce qui est, quoi. Déjà parce que oui, Disney le peut, ça c'est évident, mais avec les dirigeants appropriés. Or, ce n'est pas ce qui est fait avec ce propos. Et on sait qu'à l'heure actuelle, cette direction est responsable surtout du fiasco de Disney+, quoi. Donc non, pour l'instant, ils ne sont pas dans la meilleure position pour pouvoir justement être sur le devant de la scène en la matière. Alors ValueAct estime par ailleurs que Disney doit aller au-delà de la guerre du streaming. Ouais, sauf que c'est un peu sur ça que repose actuellement la technologie numérique actuelle, dont vous parliez justement précédemment. Si l'entreprise que tu soutiens galère déjà avec celle du moment, de technologie, comment veux-tu convaincre qu'elle puisse être carrément avant-gardiste ? Alors la manière de Disney d'aller justement au-delà de la guerre du streaming, c'est de finalement finaliser l'acquisition de Hulu, donc en fait en racheter d'autres, quoi, pour l'intégrer intégralement à Disney+. Ceci dit, il faut bien comprendre que Disney+, est carrément à la ramasse, parce qu'on peut dire de Netflix ou Amazon, et j'en passe, mais quelle que soit la qualité, il y a toujours du contenu nouveau tout le temps sur ces plateformes. Sur Disney+, ce sont des contenus basés sur des grosses franchises qui créent l'événement Day One, puis qui flopent par la suite parce que les gens comprennent rapidement que ça vole pas bien haut. Et sauf que malheureusement, on ne produit pas en grosse quantité parce que ce sont des contenus ultra chers. Mais en dehors de ça, il n'y a rien. Tout le reste, c'est de la vieille série, des vieux films et du contenu de chez Hulu. Donc en gros, Disney est obligé un peu d'acheter parce que en fait, il n'est pas foutu de produire lui-même, quoi. Voilà la vérité. Et voilà ce que soutient actuellement ValueAct. Alors évidemment, le PDG de ValueAct, donc Mason Morfitt, a déclaré avoir vu des preuves tangibles de progrès de la part de la direction actuelle de Disney, mais des preuves que, bizarrement, il ne partage pas. C'est quand même étrange. Sauf que, dans le cadre de ValueAct, parce qu'on s'oppose beaucoup à Nelson Peltz jusqu'à présent, mais il y a un autre prétendant pour les sièges au conseil d'administration, et qui en réclame 3 quand même, c'est Blackwells Capital, et qui a décidé, effectivement, de mettre un peu son nez dans les affaires, lui aussi, face à ces intervenants de fortune, comme ValueAct, pour tenter de faire avancer Mickey dans son fameux fauteuil roulant,
et qui en a notamment après Value Act. Je parle de Blackwell's Capital. Et pour cause, c'est qu'il dénonce donc une sacrée magouille, comme quoi finalement Disney aurait caché à ses actionnaires le fait que Value Act avait investi 350 millions de dollars de fonds de pension de chez Mickey. Autrement dit, là, en défendant justement la direction actuelle, il y a clairement un conflit d'intérêts. Et donc, Jason Aintaby, le directeur des investissements de Blackwell, a dénoncé dans une lettre ouverte adressée aux actionnaires de Disney directement la gestion par Value Act des fonds de pension de Disney n'est mentionnée nulle part dans les communications citées en référence. Pendant ce temps, l'ensemble des actionnaires de Disney a été amené à croire que Value Act apportait son soutien indépendant et sans réserve au conseil d'administration. Sauf que, effectivement, non. Là, on est dans quelque chose de totalement intéressé. Donc, prends ça dans ta gueule, Disney. Mais vous allez voir par la suite en quoi c'est complètement dingue quand Disney se permet de jouer justement la satire, en accusant l'opposition de mensonge, mais sans en apporter la moindre preuve. Alors que ça balait déjà pas devant sa porte, ou alors au contraire, dans un moment fatidique pareil, ça invite les actionnaires à voter pour soi en mettant les merdes qui pourraient leur être préjudiciables sous le tapis, tu sais. Alors, autre soutien important, celui de Glass Lewis, donc cabinet conseil de renommée internationale, qui a également invité les actionnaires à s'opposer à Blackwell et Trian Investing, donc la société de Nelson Peltz, estimant donc que les récents rapports montrent des bénéfices de Disney, ce qui est faux puisque ce ne sont pas des bénéfices établis sur du gain, mais sur des économies. Donc il faut bien le rappeler, il n'y a rien chez Mickey à l'heure actuelle qui est rentable. Que ce soit les films, le streaming ou même les parcs, si c'était rentable, Bob Iger n'aurait pas initié le licenciement de 7000 personnes début 2023 à seule fin de payer les actionnaires furieux justement de ne pas voir de retour sur investissement. Le seul point positif sur lequel Disney peut s'appuyer, c'est son investissement récent pour travailler avec la marque Epic Games, et c'est tout quoi. Mais en tant qu'actionnaire, tu peux pas te reposer juste sur ça, ça suffit pas. Donc, effectivement, intervention de Glass Lewis qui n'a pas manqué d'enthousiasmer Mark Parker, donc, qui est le président actuel du conseil d'administration de Disney. Tu m'étonnes, vu comme ils doivent claquer un petit peu des genoux en ce moment. Et donc, qui dit « Nous sommes heureux que Glass Lewis reconnaisse la force de nos candidats hautement qualifiés. » Ils s'emmerdent pas, ils payent tes qualificatifs. Et soutiennent nos projets visant à ramener cette société emblématique dans une période de croissance soutenue et de création de valeur pour les actionnaires. Alors là, c'est le summum, parce que dans une même phrase, parler de candidats hautement qualifiés qui pourtant ont envoyé Mickey dans le mur, tête la première, dans une période apparemment de croissance, alors que tout s'écroule, et notamment pour les actionnaires qui n'ont fait depuis 2 ans que de se plaindre et sont actuellement derrière Nelson Peltz, mais c'est pas fini. Donc Mark Parker dit également « Disney entreprend ce que nous considérons comme un effort crédible pour modifier les principales priorités opérationnelles sous la direction de l'un des PDG les plus respectés de l'industrie. » Alors, parler woke peut-être, mais demandez donc ce qu'il en est justement des acteurs ou des scénaristes quand justement Bob Iger leur a craché à la tronche que finalement leur requête n'était pas réaliste, pendant que lui par contre il doublait sa paye en douce en plus. Demandez donc aussi aux 9000 femmes qui ont décidé de porter plainte pour avoir été sous-payées pendant des années. Et puis je crois qu'il y en a encore d'autres qui se sont rajoutés dernièrement concernant le parc en Floride. Et demandez également aussi aux employés, par exemple, je sais pas moi, les blancs cisgenres qui ne veulent pas rentrer dans la mouvance idéologique, mais que malheureusement on menace s'ils ne prennent pas justement à bras le corps la dictature wokiste en place. Demandez-leur s'ils apprécient effectivement d'avoir un PDG comme lui. Et on peut continuer longtemps comme ça. Donc il ajoute, je reprends la phrase parce que la suite effectivement est très intéressante. Donc c'était « Disney entreprend ce que nous considérons comme un effort crédible pour modifier les principales priorités
opérationnel sous la direction de l'un des PDG les plus respectés de l'industrie, et Bob Iger, bien qu'il soit trop tôt pour le dire avec certitude. Et là, vous allez voir, avec la certitude que chacun de ces programmes s'avérera couronné de succès. Alors là, j'aime bien parce que ils disent que rien n'est certain, et après ils disent que le succès, finalement, de l'entreprise est certain. C'est fabuleux. Et sachez-le, ce sont des personnes qui cachetonnent des millions par an qui formulent des phrases pareilles. Hein. C'est beau quand même. Et donc il termine, nous pensons qu'il est également trop tôt pour suggérer qu'il existe des raisons suffisantes pour que les investisseurs soutiennent d'autres sollicitations qui pourraient s'avérer nettement moins relatives pour la trajectoire de Disney en comparaison. Alors, autre soutien justement à Disney actuellement, donc George Lucas, donc oui, ex-monsieur Star Wars, hein, qui a dit « Je reste un actionnaire important ». Et c'est pas tout à fait faux, puisqu'il faut quand même préciser que dans le cadre du rachat de Lucasfilm par Disney, Lucas devenait finalement le plus gros investisseur individuel de la société aux grandes oreilles. Donc je reste un actionnaire important, parce que j'ai pleinement confiance dans le pouvoir de Disney et dans la capacité de Bob à créer de la valeur à long terme. Je sais pas, tu veux peut-être qu'on parle de ce que tu as créé ? Tu sais, cette franchise de SF vaguement célèbre qui, je crois, s'appelle Star Wars. Tu veux qu'on en parle de ce qu'ils en ont fait à travers des séries pourries qui mettent même des personnages cultes comme, je sais pas moi, allez, au hasard, Obi-Wan Kenobi ou encore Dark Vador, au rang de noobs dans des séries complètement claquées au sol? Je sais pas. Est-ce que tu veux également que l'on parle de, allez, la postlogie, hein, qui chie d'ailleurs sur les héros de notre enfance que toi-même tu as créé parce qu'ils estimaient que ton scénario de postlogie ne méritait pas d'être traité. Est-ce que tu veux aussi que l'on parle de l'avenir de cette même franchise avec ce 10e opus sur lequel tout le monde crache avant l'heure? Alors il rajoute « J'ai voté pour les 12 administrateurs de Disney et j'invite les autres actionnaires à faire de même. » Donc bon, on verra ce qu'il en sera, mais bon, à partir du moment où, de toute façon, comme j'ai l'habitude de dire, t'as lâché ton héritage à des requins qui l'ont foutu en charpie, c'est difficile de venir ensuite les soutenir face à, soi-disant, d'autres requins qui ne font pourtant ici, pour l'instant, que constater les dégâts, quoi. Alors encore un autre soutien de derrière les fagots, et pas des moindres cette fois, c'est Jamie Dimon, donc le patron de JP Morgan Chase, qui a dit donc « Bob est un dirigeant exceptionnel et un excellent leader que je connais depuis de nombreuses années. » Ah, comme dirait Denis Brognard. Déjà, ça annonce la couleur. Oui, parce que en vérité, les deux sont potes. Mais ça, il ne le dit pas clairement. Et il faut savoir qu'à l'inverse, il ne porte pas trop dans son cœur les investisseurs activistes comme par exemple Trian ou Blackwell's Capital, donc forcément Nelson Peltz par la même occasion, que son enseigne justement ne cautionne pas. Parce que effectivement, ça va à l'encontre de la doctrine, si vous voulez, de la plus grande banque des USA, puisque c'est un petit peu ce qu'elle est, JP Morgan Chase. Alors il ajoute, il connaît très bien le secteur des médias et du divertissement, et son parcours témoigne de sa réussite. Alors, oui, sa réussite, on peut dire ça comme ça, hein. Quand tu peux te permettre de doubler ton salaire, c'est effectivement une sorte de réussite personnelle, mais ça ne symbolise pas la réussite de ta société, quoi. Alors, je ne vais pas revenir sur les dossiers qu'il y a eu durant 2 ans, mais si vous suivez la chaîne et le fameux feuilleton, plus particulièrement concernant la guerre de Disney, vous savez de quoi il en retourne, évidemment. Alors ce fameux Jamie Dimon rajoute également « Ce secteur est complexe et implique de travailler avec des professionnels créatifs. » Donc vous savez, c'est même créatif que pourtant Bob Iger a pointé du doigt en début d'année. Parce que, vous savez, il fallait arrêter de se concentrer sur les messages dits positifs, hein, et plus sur la créativité. Alors que Bob Iger lui-même a dit très récemment que chaque projet, donc en l'occurrence ciné, est visionné par lui plusieurs fois et doit avoir son aval pour être validé. Ce qui veut dire que le mec rejette ici sa faute sur d'autres, alors que
Il est le symbole de l'absence de créativité de ces dernières années chez Mickey, puisqu'il a validé tous les films de merde que l'on s'est tapé ces derniers temps. Que ce soit Captain Marvel, que ce soit, je sais pas moi, les derniers Pixar qui étaient franchement pas terribles, avec du wokisme en veux-tu en voilà. Pareil pour Strange World et compagnie. Tous les Marvel qui sont sortis, c'est lui qui valide. Si c'est de la merde, bah, je suis désolé, faut arrêter de s'en prendre au créatif. Toi-même, tu as validé leur travail. Donc concernant cette fameuse expertise, Jamie Dimon estime que c'est ce qui nécessite une expertise spécifique et la capacité de s'engager efficacement. Vous êtes vraiment sérieux quand on parle de justement Bob Iger? Ce que Bob possède, une expertise spécifique, pour l'instant on n'a pas vu trop le résultat. Donc en plus vous imaginez, hein, si le patron de la plus grande banque des USA n'est pas capable de voir ce que nous autres on arrive à cerner à 100 km de distance, c'est quand même inquiétant quoi. Hein. Il termine en disant « Ajouter des membres au conseil d'administration sans mûre réflexion peut nuire à une entreprise ». Sauf que non, il ne s'agit pas ici d'ajouter des membres, mais d'en remplacer, comme par exemple ceux que Nelson Peltz avait justement dénoncés comme n'ayant aucun background dans le domaine du divertissement et des médias, là où justement Disney estimait que lui, il n'en avait pas les capacités et qu'il était incompétent en la matière. Donc, Jamie Dimon rajoute quand même « Je ne comprends pas pourquoi les investisseurs voudraient assumer un tel risque. » Bah, je sais pas, le risque, ça fait déjà 2 ans qu'ils l'assument justement et qu'ils le voient avec leur argent gaspillé par la direction de Disney, quoi. Moi, je les comprends un peu, ces actionnaires, hein, de vouloir voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Hein. Si tu as déjà bien testé la peste, tu peux bien tenter finalement le choléra pour voir si c'est mieux, même si ça ne le sera pas. Et donc, il termine par « Surtout si l'on considère les améliorations substantielles que la société a apportées depuis que Bob a repris ses fonctions. » Donc, propos quand même d'un mec, je le rappelle, qui vante son ami, alors que, on le sait, il n'y a aucune amélioration chez Disney. Disney n'a jamais vécu pire période dans son existence, même il y a 40 ans, alors que là, en plus, ils ont 5 fois plus d'or dans les mains avec toutes les franchises acquises, mais pour finalement en faire de l'alchimie inversée, c'est-à-dire le transformer en merde, quoi. Alors effectivement, ils sont tout fiers parce que, vous vous rendez compte, l'action a augmenté de 1,2% ces derniers jours. Et ça, c'est en oubliant de préciser que l'action, autrefois, elle montait à 200 $, et que dernièrement, par contre, sous la direction de Bob Iger, elle est quand même descendue à 80 $. C'est historique, une baisse pareille. Tandis que l'entreprise, qui avait pourtant la cote en plus dans le classement des entreprises préférées des Américains, a fini par chuter dans les 70e places, quoi. Bref, pendant ce temps, c'est un petit peu Nelson Peltz qui a donc transmis son fameux livre blanc, donc son fameux plan pour redresser Disney et surtout convaincre les actionnaires de voter en sa faveur. Donc c'est un document quand même de 133 pages. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous voulez le consulter. Vous pensez bien qu'il y a tout dedans. Du constat d'échec chiffré et très clair de la direction actuelle, donc, en passant par notamment les solutions viables que lui-même préconise. Donc c'est assez intéressant, même si c'est en anglais, il y a des choses qui sont quand même assez claires. Et donc il dit, depuis plus d'1 an, Trian a exposé ses réflexions sur les stratégies et les objectifs dont certains ont été mis en œuvre par Disney. Donc vous savez, ce même Disney qui expliquait que Trian n'avait pas à siéger au conseil d'administration parce qu'en fait, il n'avait pas fourni une seule proposition de stratégie pour redresser la barre. En fait, on constate que c'est faux, quoi. Tels que la réduction des coûts excédentaires, le rétablissement d'un dividende et l'intégration de l'activité parc dans la stratégie de croissance de Disney. Pour obtenir donc un meilleur retour sur son contenu en streaming, Disney devrait prendre davantage de tirs au but et augmenter les risques créatifs en dehors de ses franchises principales. Autrement dit, lâcher peut-être un petit peu Marvel et Star Wars qui finalement ne font plus recette, quoi. Alors, il préconise également d'envisager d'allouer davantage de budget à des projets moins coûteux et plus faciles à produire afin d'équilibrer davantage le contenu des franchises Disney plus coûteuses. J'ai envie de dire oui, parce que à Disney, en fait, on ne sait plus créer. On suce des franchises jusqu'à la moelle, mais on ne sait plus créer.
Et c'est là toute la différence, par exemple, avec d'autres plateformes comme Amazon, Netflix ou même encore Apple TV+, dernièrement, qui sont capables de produire aussi du petit contenu. Donner la priorité aux dépenses de contenu de rétention, voilà, ils appellent ça comme ça, devrait éloigner le risque d'échec coûteux en matière de streaming. Alors il poursuit, les suites sont des projets cinématographiques moins risqués à produire, mais elles ne génèrent pas de bénéfices à long terme de la même manière que les nouvelles propriétés intellectuelles. Exactement ce que l'on disait justement tout à l'heure, d'autant plus qu'effectivement elles ne font pas de recettes à long terme dans le sens où c'est devenu que du consommable. Tu peux faire des suites de Marvel, etc., ça génère du pognon à l'instant T, mais après ça n'en génère plus parce qu'on oublie ces films voilà, au bout de 2 ans, qui se rappellent par exemple de Shang-Chi ou des conneries comme ça, quoi. Tout le monde s'en fout. Et donc, de terminer, le pourcentage de films Disney qui sont des suites, des préquels, des spin-offs ou des remakes a considérablement augmenté, suggérant un moteur créatif qui s'essouffle. Alors bon, ensuite, on a tout un tas d'autres propositions comme l'intégration de ESPN qui devrait faire l'objet justement d'un bundle comme pour Netflix ou Amazon. Mais il y a également le concept de fusion avec Hulu pour économiser près d'1 milliard de dollars et j'en passe. Hein. Et donc ce livre blanc qui s'articule autour de 4 grands axes. Donc le premier, c'est améliorer la gouvernance et la responsabilité d'entreprise, donc à travers divers points. Accélérer la rentabilité des médias. Mais il y a également en troisième point l'examen approfondi du moteur créatif. Et en dernier, clarifier l'orientation stratégique. Donc sachant que ce fameux livre blanc s'appelle Restore the Magic, donc restaurer la magie. Ce que Nelson Peltz a pas mal de fois utilisé justement pour pouvoir qualifier un petit peu leur politique d'accession au conseil d'administration. Et donc pour contrer davantage un tel rouleau compresseur, eh bien, Disney a décidé de diffuser à son tour aux actionnaires son plan. Donc plan intitulé Correcting Trian's Fiction with Facts. Avec pour symbole une de ses figures emblématiques, à savoir Pinocchio, mais en mode nez qui s'allonge, pour caractériser Trian, qu'ils accusent d'avoir divulgué des informations erronées. Ce qui est quand même culotté venant de la part justement d'une société qui cache un petit peu l'implication déjà financière de Value Act, comme on l'a vu tout à l'heure, et qui ment en plus sur les chiffres pour faire passer ça pour des bénéfices. Mais aussi qui justement a entubé depuis 2 ans les actionnaires, et j'en passe. D'ailleurs, il n'y a pas eu que des actionnaires, il y a même aussi des sociétés de production comme TSG. En fait, là, le comportement de Disney, à travers cette réponse sous un livre blanc, c'est un peu la politique du Darvo, mais qui est à l'image du wokisme d'aujourd'hui, hein. Donc wokisme qui est devenu un petit peu le symbole idéologique de Disney. C'est-à-dire que plutôt que de dire juste la vérité en tentant de montrer qu'on est blanc comme neige et puis qu'on est en totale transparence, on tente finalement de cacher ses fautes en les rejetant sur l'autre, sur l'adversaire, en le faisant passer finalement pour un méchant. Ceci dit, Bob Iger, c'est un peu un pro en la matière, hein, donc on le sait, on l'a vu d'ailleurs, hein, à chaque fois qu'il rejette la faute sur quelqu'un. Sauf que la politique de l'agressivité, qui actuellement est un petit peu mise en place à travers ce livre blanc, déjà ça ne marche pas dans de tels business, et ensuite, faire tourner ça sous le ton de la satire ou de l'ironie, c'est un art qu'il faut savoir maîtriser, et surtout être, là encore, irréprochable en la matière, ce qui n'est pas le cas de Disney. Et puis surtout, tu peux pas te permettre d'attaquer ouvertement un de tes plus gros investisseurs, quoi. Lui, en revanche, l'investisseur, il a le droit, s'il estime que l'argent qu'il met dans la boîte n'est pas bien utilisé. Et puis c'est surtout qu'on l'attaque pas en plus en le traitant de perturbateur et de destructeur, quoi. D'autant plus quand on pointe du doigt le fait que, parce que ça c'est assez amusant, on pointe du doigt le fait que Nelson Peltz a revendu dernièrement, donc au dernier trimestre, 500 000 actions qu'il possédait dans l'entreprise. Donc la direction de Disney remettant en question ses convictions au monsieur. Dixit, l'entreprise, dont le PDG a revendu il y a quelques semaines 82% de ses actions face à un mec qui ne croit pas en la gestion actuelle et qui justement veut la changer, après avoir quand même investi
33 millions d'actions l'an dernier. C'est du putain de foutage de gueule quand même. Et donc tout ça avec Disney qui termine par dire « Vous ne pouvez pas restaurer la magie si vous ne comprenez pas la magie ». Les dirigeants de Disney qui disent ça quand même, hein. Eux-mêmes ne comprennent pas justement depuis longtemps ce que c'est. Depuis qu'ils essortent des franchises jusqu'à la dernière goutte et font de la politique de bien-pensance, mais qui s'appuie sur le racisme, hein, parce qu'il faut quand même dire ce que c'est, hein, le wokisme c'est un petit peu ça, à travers pourtant une entreprise à la base de rêve et de divertissement, quoi. En fait, ce rêve et ce divertissement n'est devenu qu'une façade, quoi. Bref, ça bat son plein en termes d'information, vous l'avez bien compris, et donc les soutiens devenus innombrables pour la direction actuelle de Disney montrent quand même paradoxalement à quel point justement elle est en danger. Donc si la situation n'était pas catastrophique pour le conseil d'administration, il n'y aurait pas autant de personnes qui s'exprimeraient en si peu de temps à inviter notamment les actionnaires à maintenir la direction actuelle. Donc Disney, par ailleurs, ne publierait pas son livre blanc en jouant d'ironie. Souvent, quand ça finit comme ça, c'est qu'on a peur, quoi. Tu ne peux pas passer pour vertueux aux yeux des actionnaires en ricanant et en estimant que l'adversaire ment sans derrière en plus apporter de preuves vérifiées quand, à côté, ces actionnaires savent ce que tu as fait durant 2 ans. 2 ans de la société dans laquelle justement ils ont investi. Parce qu'il faut quand même préciser que le livre blanc de Nelson Peltz est disponible donc pour les actionnaires, mais il est disponible en ligne. Le livre blanc de Disney n'a été transmis pour le moment qu'aux actionnaires. Donc c'est quand même étrange, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à toute cette situation. Je trouve que pour l'instant, j'ai pas l'impression que l'engouement de soutien, alors parce que oui, Disney a quand même pas mal de contacts et de ficelles justement dans les médias internationaux et donc dans les médias boursiers. Donc je pense qu'effectivement, il y en a beaucoup qui essayent un petit peu de faire du bruit en la matière pour pouvoir essayer de chambouler un petit peu tout ça, et puis peut-être déstabiliser certains actionnaires en vue de leur faire changer leur vote, si toutefois ils partaient plus dans l'idée de voter pour Nelson Peltz ou pour Blackwell's Capital. Mais je pense que les dés sont jetés et que malheureusement il y a eu un ras-le-bol général et que les actionnaires sont sur le point de le faire savoir. On va suivre encore une fois tout ça de très près. C'est le 3 avril, ça arrive très très bientôt. On aura l'occasion d'en parler de toute façon de ce fameux vote. D'ici là, pensez à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!